Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano. Je suis chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord de Stewart. Donc, je vais inviter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui à ouvrir leur caméra. Donc, au nom du Musée et d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième table ronde de la série Échanges urbains pour la saison 2023 et 2024. On se retrouve donc ce midi virtuellement autour du sujet sur le tourisme et les quartiers, donc tourisme et quartier, entre l'attrait et le milieu de vie, quel équilibre? Je vous accueille donc aujourd'hui en ligne à partir du musée McCord-Stewart, qui est situé dans le centre-ville de Montréal. Et par conséquent, je tiens à reconnaître que le musée est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par des peuples autochtones et qu'il n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guinguinéo démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Je vais prendre quelques minutes pour présenter les trois invités qui discuteront de la thématique. Tout d'abord, Michel Labrec, qui occupe le poste de président-directeur général de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique depuis 2014. Michel Labrec a présidé le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal de 2009 à 2013. Précédemment, de 2005 à 2009, il a été conseiller municipal dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Et il a été, entre autres, responsable du plan de déplacement urbain de l'arrondissement et du développement économique. Michel Labrec a participé à la fondation de Montréal en Lumière et a présidé et dirigé cet événement de sa première édition en 2000 jusqu'en 2009. Avant cela, il a présidé et dirigé Vélo-Québec de 1985 à 2000 et a ainsi contribué à la création, entre autres, de la Route verte. Michel Labrec a également été chroniqueur de 1992 à 2010. On accueille également Rachel Van Velzen, qui assume le rôle de directrice générale de la SDC Quartier Latin depuis juillet 2023. Diplômée de HEC Montréal en administration des affaires, elle a occupé le poste de responsable de l'administration au sein de l'organisation dès septembre 2022. Madame Van Velzen contribue à développer et à mettre en œuvre un plan stratégique de mise en valeur du quartier latin de Montréal. Elle dirige et oriente des projets d'aménagement du territoire et des initiatives expérientielles et événementielles qui contribuent à positionner le quartier latin comme une destination incontournable pour les Montréalais et les touristes. Enfin, Dominique Lapointe, il est professeur titulaire au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, titulaire aussi de la chaire de recherche sur les dynamiques touristiques et les relations socio-territoriales, également responsable du groupe de recherche et d'intervention tourisme, territoire et société à l'UQAM. Il est rédacteur en chef de Théoros, une revue universitaire d'études touristiques. Son travail explore la production de l'espace touristique et son rôle dans l'expansion du système capitaliste et ses dimensions biopolitiques. Ses dernières recherches portent sur le changement climatique, les innovations sociales, l'autochtonie, la perspective critique dans les études touristiques. Alors, je rappelle que je vais inviter aussi Dinou à ouvrir sa caméra, donc pour que la table soit complète. Je rappelle que les discussions vont se dérouler en français, suivies d'une discussion où on vous invite à poser des questions en français ou en anglais. Vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses dans le Zoom pour poser des questions ou les questions peuvent être posées dans le chat sur Facebook pour ceux qui nous suivent sur Facebook. So please note that the presentation will be in French, but questions can be asked in French or English using a Q&A function in the Zoom platform or on Facebook. Donc, maintenant, c'est à Dinou Bambarou, directeur des politiques d'héritage Montréal, d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci Maria-Louisa, merci tout le monde. Bienvenue à cet échange urbain dans la foulée, une douzaine de saisons que nous avons eues. Le thème du tourisme nous est venu en regardant les forces qui animent, qui occupent la vie des quartiers de Montréal, par exemple, mais aussi des dimensions plus internationales. On a vu comment, à la toute dernière minute, l'Italie a imposé des règles sur les bateaux de croisière à Venise pour
prévenir une inscription de ce site emblématique sur la liste du patrimoine mondial en danger. On a vu comment des réflexions sont en cours à Machu Picchu, à plusieurs endroits pour introduire des billetteries. Mais le sujet qui nous intéresse ici, c'est celui des quartiers. Vous rappellerez qu'il y a quelque temps, la revue Time Out avait identifié, je pense bien que c'est ça, la rue Wellington à Montréal comme l'endroit le plus cool de la planète. On pourrait presque dire de l'univers au complet, parce qu'évidemment, on est terrestro-centré, mais c'est un indice que la notion de tourisme est en train d'évoluer. Puis depuis déjà plusieurs années, la notion de quartier, d'environnement est en train d'apparaître. Ça amène des lots de défis, la question du logement, l'hébergement touristique, les parcours, l'offre commerciale. Est-ce que c'est de l'offre de proximité ou de l'offre de services d'appoint? C'est un peu des questions qu'on voudrait explorer. Les échanges urbains, comme vous le savez, c'est une formule qu'on a développée avec le musée Beckert pour explorer avec différentes facettes d'un sujet. Mais on essaye de les faire atterrir sur des sujets ou des moments particuliers. Et vous savez que dans quelques semaines, on l'attend, on trépigne d'impatience depuis déjà les années 90. La Ville de Montréal devrait présenter un projet de nouveau plan d'urbanisme. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et là, ça fait longtemps que ça traîne, alors ça s'en vient. Alors, comment est-ce que l'appréciation de nos quartiers comme lieu d'exploration, hein, on parle beaucoup de tourisme culturel, on peut parler de tourisme de masse, on peut parler de tourisme d'événements, il y a plusieurs formes de cela. Mais comment ces quartiers, comment nos outils d'urbanisme coexistent avec ça? On a vu des volontés de réglementer l'hébergement touristique. On a vu des volontés par le passé de créer des quotas sur les bars et sur certains types de commerces. Mais en même temps, on sait que notre territoire, et on en a beaucoup entendu parler cette semaine avec le cas du Parc olympique et de son toit, on sait également qu'on a des équipements touristiques. Alors, comment ces équipements et les quartiers environnants se réconcilient ou vivent ensemble ou même créent un écosystème qui est intéressant? Ça fait partie des choses qu'on voudrait explorer un petit peu aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde. Si on regarde un peu d'histoire, le mot tourisme est né avec le Grand Tour, c'est-à-dire les aristocrates qui prenaient l'occasion de leur jeunesse pour aller visiter différents pays d'Europe et surtout l'Italie. Donc, c'est à cette époque-là qu'on développe également presque la notion des musées, des guides de voyage. Il y a une industrie ça se distingue du pèlerinage à Rome. Là, c'est vraiment pour aller voir des attraits. Et on se concentre beaucoup sur les antiquités. Avec le temps, le paysage va apparaître aussi comme des éléments d'expérience. Il y a tout un historique à faire avec ça. À Montréal, on voit au 19e siècle des guides touristiques qui apparaissent pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal, qui invitent les gens à l'occasion de congrès ou pour les visiteurs d'affaires à aller voir un certain nombre de choses, des églises, des lieux de culte, des monuments, le Mont-Royal, bien entendu, l'activité du port, différentes choses comme ça. Et avec le temps, ça s'est développé. Aujourd'hui, on a Tourisme Montréal est né quand même en 1919. Là, c'est quand même pas une invention récente. Ça veut dire que c'est un sujet qui était déjà à l'ordre du jour. Mais ça a beaucoup évolué. Je vous rappellerai qu'en 1993, il y a eu un colloque tourisme et qualité de vie dans le Vieux-Montréal qui a donné naissance à une table de concertation qui a été réformée il y a quelques années. Mais c'était un exemple de démarche où on se posait la question comment des résidents, des touristes, des commerçants, des organismes culturels peuvent travailler ensemble avec des gens d'affaires d'un quartier aussi emblématique que le Vieux-Montréal, mais ça se reproduit maintenant à l'échelle des quartiers de Montréal. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Michel Labrec à nous parler de l'expérience, enfin, plus particulière de ce parc olympique qui est, on en parlait un peu avant, là, qui est quand même un ensemble avec au-delà d'un siècle et demi de planification, avec certaines volontés d'accueil du public, etc. Alors, Michel Labrec, à toi la parole. Oui, tu cadres bien.
le quartier olympique, c'est une planification urbaine sur à peu près, disons, fin du 19e siècle. C'est dans la foulée en particulier. Bon, rappelons-nous, à l'époque, c'est la ville de Maisonneuve. Deux frères, tout particulièrement, un est échevin, un ingénieur, là, les frères Dufresne, Marius et Oscar. Dans le quadrilatère que vous voyez, là, c'est la zone que je circonscris de quartier olympique. Le château Dufresne, c'était leur résidence. C'était une résidence en béton, une des premières à Montréal. C'est une maison qui est divisée en deux parties exactement identiques en quelque sorte. Donc, ils ont planifié avec la ville de Maisonneuve le rachat des terres agricoles d'Alphonse Desjardins, pas le Alphonse Desjardins du mouvement, mais un autre Alphonse qui était au nord de Sherbrooke. Ensuite, c'est stratifié, donc on est début donc, du 20e siècle à ce moment-là. En même temps, le sport prend de l'ampleur, les temps loisirs, les week-ends aux travailleurs, les Anglais développent beaucoup la pratique sportive. Donc, tous les Montréalais d'origine anglaise, tout particulièrement, les premières fédérations sportives s'installent à Montréal. Dans ce quadrilatère-là, ce que vous avez, bien évidemment, c'est au nord, c'est Rosemont, P9 du côté qu'on va appeler ouest pour les besoins de la chose. Pierre de Coubertin qui s'appelait Boyce avant les Jeux, Vio qui porte le nom de la famille Vio, puis d'une entreprise là, qui était installée de biscuits du côté de la zone industrielle. Les pyramides olympiques et la Cité Jardin. Donc, on a l'Assomption. Cité Jardin qui est un projet du 300e anniversaire de Montréal. Donc, cet ensemble immobilier-là, quand on regarde les plans d'urbanisme de la ville de Maisonneuve et de Montréal, bien, il y a toujours eu, étonnamment, au sud de la rue Sherbrooke, un pôle qu'on a appelé le pôle sportif de l'Est, la zone sportive. Et Montréal a déposé, dans la foulée de la création des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin en 1894, mais les premiers Jeux d'Athènes en 1896. Donc, Montréal, déjà, se voyait à l'international, se voyait comme candidat et il y a eu plusieurs candidatures. C'est méconnu de la population, mais il y a eu des candidatures pour les Jeux d'hiver de 1932, les Jeux de 40, mais la guerre a empêché la tenue de Jeux. Ensuite, en 1956, c'est Melbourne qui a obtenu les Jeux. En 1972, la candidature c'est M. Drapeau qui l'a déposée à Amsterdam, pas Amsterdam, il a déposé la candidature, c'est la ville de Munich qui a eu les Jeux. Et en 1976, Jean Drapeau avait compris comment le CIO fonctionnait en quelque sorte. Il avait invité l'ensemble des membres du CIO à l'Expo universelle de 67 pour les séduire. Dépose la candidature en 1970 à Amsterdam. Et dans le contexte de la guerre froide, Montréal se faufile entre les candidatures de la ville de Los Angeles et de Moscou. Les Jeux sont tenus là, mais donc, il y avait déjà eu au préalable pour les candidatures de 56 et de 72, des maquettes des plans faits par des architectes de stade, exactement au même endroit, au sens spatial. M. Taillibert l'a positionné plus du côté de la station de métro P9. Les autres stades étaient plus situés sur P9 ou près de la station Vio, où on voit présentement un stationnement et le centre Pierre Charbonneau. Et donc, ça s'est construit. Donc, le parc, le golf municipal, le parc Maisonneuve, le jardin botanique. Par la suite, deux pavillons de la candidature des Jeux de 56, l'Aréna Maurice-Richard et le centre Pierre Charbonneau ont été construits à la fin des années 50, début 60. Et en 76, le Big Bang de la tour, du stade, du vélodrome devenu biodôme maintenant. Puis par la suite, dans une séquence, le cinéma Star City, le planétarium et plus récemment, le stade Saputo qui a remplacé une piste d'athlétisme. Donc, tout cet ensemble-là est végétal au nord, minéral au sud, contemplatif au nord, si je fais exception de la partie du musée,
jardin botanique, bien que dans le jardin, il y a des zones, le jardin chinois, le jardin japonais. Et au sud, ben, c'est la partie active, c'est la partie minérale, c'est la partie spectacle, concert, sport. Et maintenant, avec Espace pour la vie, les grands musées scientifiques que sont Planétarium, Biodôme, Insectarium, Jardin botanique. Et maintenant, ils gèrent également la biosphère. C'est un ensemble qui est doté de 4000 places de stationnement, 2 stations de métro, un SRB sur P9, 12 lignes de bus, circuit cyclable. J'oubliais les pyramides olympiques, qui étaient le village olympique où les athlètes étaient résidents. C'était le concept de M. Taillibert était très centré dans une approche où, après les attentats de Munich, aux Jeux olympiques de Munich, ben, M. Taillibert, donc, il y avait des éléments de sécurité qui avaient tenu compte, entre autres, dans l'architecture des pyramides olympiques, là, les garde-corps sont très élevés. Quand on est assis dans son appartement, on a une vue sur l'intérieur parce qu'on voulait protéger les athlètes de tir. Bon, en fait, ça, c'est des détails. C'est un quartier touristique, c'est un quartier sportif, c'est un quartier qui est capable de gérer des grandes foules. On l'a vu avec Fierté Metallica, 90 000 personnes ont quitté le site en à peu près un petit peu plus d'une heure, là, stationnement et métro et autobus et à pied. C'est un quartier, cependant, qui est peu desservi par la restauration. Il faut descendre beaucoup plus au sud, dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve. Ce n'est pas évident. On a fait plein de tentatives avec le quartier. Ce n'est pas évident. Dernier élément, bien évidemment, c'est que le quartier a changé. Hein. Il était essentiellement industriel et maintenant, il est devenu beaucoup plus résidentiel, surtout au sud de Pierre-de-Coubertin. Bon, merci. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans tout ça. Ça fait penser combien de touristes vous recevez par année? Parce que juste un estimé. De façon générale, un estimé. On le connaît, le nombre total. Est-ce qu'ils visitent plusieurs lieux? Ça, ce n'est pas encore comptabilisé. Mais on a 6 millions de personnes qui visitent les sites combinés du quartier olympique. Hein? Oui. Et de ce nombre, il y en a 3 millions, du 6 millions, il y en a 3 millions qui paient pour une activité à Pierre Charbonneau, au match du CF Montréal, au stade, au centre sportif, parce qu'on a un grand centre sportif national avec 10 équipes nationales, les employés maintenant qui travaillent de Desjardins. C'est 6 millions de visiteurs, 3 millions. Pour la tour, c'est 200-250 000 visiteurs touristiques, essentiellement de l'étranger, États-Unis, France, Europe et Asie de plus en plus sur la base de 200 000, 250 000. L'observatoire se refait une beauté et on a un objectif de 300 000 visiteurs année, 300-350 000 après sa réouverture en 2026. Donc ça, on va revenir là-dessus parce qu'on décrit un lieu, mais également un équipement et un attrait en soi. Là, finalement, il y a toutes sortes de... Si je compare à l'autre bout de la 97, la fameuse ligne d'autobus, se trouve l'autre emblème métropolitain, c'est-à-dire le Mont-Royal, où il est beaucoup plus difficile d'avoir une appréciation statistique des visites, etc., parce qu'il y a beaucoup de portes au Mont-Royal par rapport au Parc olympique et au quartier olympique. On vient là-dessus. Merci, Michel. On en a également entendu parler, puis je fais un lien avec notre échange urbain précédent de l'automne dernier sur Montréal la nuit. Finalement, on a entendu parler du quartier latin, dont Rachel Van Velzem est la directrice de l'association, la SDC, Société de développement commercial. On en a entendu parler à travers cette idée de politique de la vie nocturne à la ville de Montréal, mais sans tomber dans la logique uniquement de ça. Rachel Van Velzem, à vous la parole sur le quartier latin puis l'expérience terrain d'un autre genre, c'est-à-dire un quartier. Oui. Merci. Oui, bien pas au même échelle là, que le Parc olympique. Puis c'est dur de suivre quelqu'un avec autant d'expérience que M. Labrec. Là, je me suis permis quelques notes. Mon mot-clé pour assurer l'authenticité sociale des milieux de vie, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les touristes, entre les résidents, les travailleurs et les différentes clientèles. Un des aspects caractéristiques là, du quartier latin, c'est la grande mixité de la population qui y habite et qui le fréquente quotidiennement.
Donc, on parle de 6 000 résidents, 46 000 étudiants, 30 000 travailleurs et plusieurs milliers de touristes là, qui viennent faire un tour pendant l'été. Il faut donc s'assurer de préserver cet équilibre entre le secteur touristique et les besoins locaux. Dans le cas du quartier latin, même si on souhaite attirer plus de touristes et d'excursionnistes pour augmenter l'achalandage et ainsi stimuler le développement économique, c'est essentiel de préserver le milieu de vie local parce que c'est ce qui maintient l'écosystème vivant à longueur d'année. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est si la grande concentration de bars, de restaurants et de divertissement de la rue Saint-Denis, est-ce que c'est un atout ou un enjeu à son développement? Lors de la saison estivale, la grande concentration de terrasses en rue, probablement la plus grande à Montréal, c'est une caractéristique distinctive qui attire différentes clientèles. Par contre, le restant de l'année, son manque de services de proximité vient nuire à la vitalité du quartier. L'accroissement du nombre de résidents dans le quartier avec des projets comme l'îlot voyageur qu'on a entendu parler récemment doit s'accompagner d'une augmentation de l'accès aux biens de première nécessité. La présence de commerces de proximité, c'est un facteur important d'attraction et de fidélisation des différentes clientèles qui rehausse la qualité du milieu de vie. D'un autre côté, le cadre bâti de la rue Saint-Denis, qui est riche en histoire et qui fait son charme, doit-il être dénaturé pour accueillir des commerces de proximité qui nécessitent souvent de plus grandes superficies que celles des locaux actuels? La dégradation patrimoniale et architecturale du quartier causée par plein de facteurs, mais entre autres par les agrandissements, par la quantité d'enseignes, on en a aussi également entendu parler récemment, c'est ça qui s'amène à son tour à une perte économique parce que ça vient diminuer l'attractivité des lieux puis l'ambiance de la rue commerciale. Pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier là, ou qui suivent un peu l'actualité, le quartier latin vit une période de dévitalisation. Mais là, on est rendu à l'étape de la relance. On a une belle opportunité de planifier des projets structurants pour les orienter vers une vision stratégique du territoire. On se base sur une panoplie de facteurs pour la réflexion, mais on regarde aussi les tendances, ce qui s'est fait ailleurs, ce qui a fonctionné, mais on veut s'assurer de ne pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres villes, par exemple. Un des exemples que j'aime bien utiliser parce que ça se rapproche un peu plus du quartier latin que Venise, par exemple, ou le Machu Picchu ou le Dubrovnik, qui sont des exemples d'endroits aux prises avec des enjeux de tourisme, c'est celui de Lake George. Lake George, petite ville de l'État de New York, située à l'extrémité du lac George, a toutes les caractéristiques pour être une ville touristique, mais au cours des dernières années, c'est tellement positionné de cette façon avec son offre commerciale qu'elle a anéanti son milieu de vie. Pour la petite anecdote, là, ayant des très bons souvenirs d'y être allée plus jeune, quand je cherchais un endroit pour une petite escapade avec mes enfants, on est allé à Lake George, mais au mois de novembre. Donc, quand on est arrivé là-bas, surprise totale, c'était une ville morte. Toutes les attractions qui sont majoritairement extérieures à cause du lac, le paddleboard au mois de novembre, c'est un peu moins populaire. Puis ces attractions-là qui ont contribué à attirer plusieurs dizaines de commerces touristiques et des restaurants étaient uniquement ouverts en période estivale. Donc, au mois de novembre, le long de la rue, tous les musées, tous les centres de divertissement, tous les restaurants, tout était fermé. Il n'y avait pas une personne dans la rue, les hôtels étaient vides et il y avait même de la difficulté à se trouver une place où souper. Donc, on a une présence d'un écosystème qui se repose 6 mois par année. Ce que je retiens de ça, c'est que si l'offre commerciale d'un quartier n'est pas ancrée dans le milieu de vie, on se retrouve avec une vitalité économique précaire qui dépend d'une saison. Une saison où la météo, ou le tourisme, la présence d'un chantier peut être déterminant pour la survie d'un commerce. C'est pas assez. À l'inverse, par exemple, il y a d'autres tendances comme le télétravail ou le commerce en ligne qui ont des impacts sur l'offre commerciale où la venue de touristes peut venir compenser l'apport du milieu. Dans un contexte de relance où plusieurs projets d'animation d'espace public, d'aménagement du territoire sont en train d'être développés, le concept de base qu'on doit garder en tête, c'est de ne pas devenir une attraction touristique au détriment du milieu de vie et de plutôt miser sur l'authenticité du quartier pour attirer les gens. Il y a tellement d'offres de destination que l'authenticité est devenue importante et de plus en plus recherchée par les touristes. Et le quartier latin a la chance d'avoir un patrimoine bâti historiquement et culturellement riche. Donc, la revalorisation du quartier doit être ancrée dans le territoire en mettant en valeur cette caractéristique unique pour en faire un quartier habité, mais une destination d'envergure. Puis là-dedans, j'ai beaucoup apporté la question là, de logement, mais
considérant la position du quartier dans le centre-ville, proche des métros, je comprends l'intérêt d'accroître le nombre de logements et c'est bénéfique pour les commerces, entre autres, mais à condition qu'on limite la densification à l'échelle et à l'histoire du quartier. Donc, oui au développement immobilier, mais non à la perte de notre identité stratégique. Bon, merci. Ça, je vois tout de suite quelque chose qui peut aller dans le plan d'urbanisme, ça. C'est étonnant, Oui. hein? Cette course à la densification, là, on a quelque chose qui peut être intéressant. Il y a, vous parliez de 46 000 étudiants. Ce sont aussi des réseaux c'est des étudiants qui viennent du Québec, qui viennent de Montréal, mais qui viennent aussi peut-être d'ailleurs. Tu sais, il y a une espèce de rayonnement qui passe à travers ça. Et enfin, je pense c'est juste que 46 000, c'est à peu près la moitié du concert dont Michel Labrec parlait tantôt. Alors, on voit qu'on est dans des univers qui font tous les deux partie de Montréal, hein, à leur façon. C'est peut-être ça qu'il faut imaginer, hein. Alors, merci Rachel. Je note cette référence à la question des milieux de vie et des milieux de vie authentiques. Alors, c'est pas sans nous rappeler la course à l'authenticité des quartiers à Montréal, qui sont pas des objets, c'est pas l'authenticité comme l'authenticité d'un tableau de maître, mais plutôt l'authenticité d'un écosystème où il y a aussi bien des mémoires personnelles, du chic et du bon genre et du très, très quotidien. On reviendra là-dessus. Dominique Lapointe, on avait parlé justement d'authenticité dans notre échange l'autre jour, alors, mais là, je sens qu'on va avoir un autre angle sur la question. Et en plus, c'est une sorte de visiteur du quartier latin, puisqu'il est prof à l'UQAM, n'est-ce pas? Oui, et je n'habite pas Montréal, donc. Donc, à chaque fois qu'il va en classe, c'est un touriste aux statistiques, c'est ça? Non, parce que je ne consomme pas de l'hébergement commercial. Mais bonjour, je veux juste rebondir sur le commentaire. 46 000 étudiants, c'est la moitié du concert, mais ces 46 000 étudiants-là sont là 30 semaines par année minimum s'ils n'habitent pas Montréal. Donc, on est dans des dynamiques de mobilité complètement différentes qui s'inscrivent dans l'espace et dans le temps de manière différente, mais qu'il faut prendre en compte aussi. Je vais revenir là-dessus en conclusion là, de mon ouverture, mais je vais commencer par l'authenticité parce que toute la question du développement du tourisme dans les quartiers versus à l'intérieur de la bulle touristique, hein, des centres-villes ou des espaces fortement aménagés pour le tourisme, est beaucoup amené du côté de l'authenticité dans un sens qui est pris comme étant plus véridique, d'une certaine manière, que des lieux touristifiés qui sont mis en scène. On va beaucoup entendre autour des théories du développement touristique cette interprétation-là de l'authenticité qui est, tu sais, le hasard fait drôlement les choses. Hier, justement, je donnais un cours autour de l'émergence de ces idées-là, mais qui vient, entre autres, d'une mauvaise interprétation dans le temps des théories de Dean McKenna, qui, lui, autour de l'authenticité et du côté, je dirais, mis en scène de l'authenticité, qui aujourd'hui est vu comme la mise en scène, c'est moins authentique et on a des éléments qui sont plus authentiques. C'est devenu authentique au sens de véridique. C'est une mauvaise interprétation parce qu'à l'origine, Dean McKenna, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait dans les études sociologiques du tourisme la question, les théories d'Erving Goffman, qui lui disait que, en gros, la vie sociale, c'était un théâtre, hein, et qu'on jouait plusieurs rôles, et que ces rôles-là venaient avec tout un ensemble de performances, de préconceptions, et que l'authenticité existentielle de l'individu, c'était, dans le fond, à l'arrière de la scène, dans sa vie privée. Hein, où est-ce que, dans cette authenticité pas expérientielle, mais existentielle-là, ben, il se recompose face à lui-même en lien avec l'ensemble des rôles qu'il joue dans la société à l'extérieur. Et pour discuter de cette question de l'authenticité qui est négociée socialement et qui correspond à dire ben, qui l'on est vraiment, où ce qu'on est, ben, je vous amène à Vérone, hein, dans une petite cour de 400 mètres carrés qui est un superbe exemple de la complexité de l'authenticité. Donc,
Vérone a un couple très célèbre qui s'appelle Roméo et Juliette. Roméo et Juliette qui sont des personnages fictifs. Shakespeare n'est jamais allé à Vérone. Et là, je vous présente le balcon de Juliette, hein, où les touristes vont, ils estiment environ 3 millions de visiteurs qui rentrent pour aller se prendre en photo le balcon. Et certains vont payer quelques euros pour pouvoir monter et être sur le balcon. Hein. Et l'histoire de ce balcon-là est assez intéressante en termes d'authenticité. Parce qu'au début du 20e siècle, hein, donc on parlait du début du tourisme, déjà, au début du 20e siècle, la ville de Vérone fait l'acquisition d'un vrai palazzo médiéval qui, en plus, appartenait à la famille Del Capello, dont on n'est pas sûr que Shakespeare a entendu parler, mais la sonorité du nom est très proche de Capulet, mais surtout qu'il y avait un grand avantage, cet authentique palazzo, hein, qui était à l'abandon, c'est qu'il il avait une cour intérieure qui faisait que les touristes qui voulaient aller voir le fameux balcon, ben, ils n'étaient pas sur la voie publique. Bon. Donc, hein, c'est un fort avantage. Ils font l'acquisition, mais oh, problème, le palazzo, qui appartenait anciennement à une famille qui correspond un peu au nom, ben, elle n'avait pas de balcon. On y a fait un balcon, on a trouvé un balcon d'à peu près la même époque qui traînait dans un musée, puis on l'a branché là. Et aujourd'hui, c'est devenu la construction, je dirais, socio-cognitive des touristes du balcon de Juliette, avec 3 millions de personnes qui vont se prendre en photo. Donc, vous voyez, donc on a on a une histoire fictive qui nous amène à touristifier un authentique palazzo médiéval avec un faux balcon, parce qu'il n'y avait pas de balcon là, qui lui est quand même d'une certaine authenticité parce qu'il vient de la même époque, mais d'un musée. Tout ça pour reproduire, hein, une espèce d'authenticité mise en scène touristique. Aujourd'hui, le fait que c'est une petite cour de 400 mètres carrés avec l'émergence du surtourisme, terme que je n'aime pas personnellement, mais bon, que tout le monde comprend, c'est un problème. C'est devenu un problème parce que la foule, elle déborde et l'expérience est, je dirais, beaucoup moins agréable. Et donc, la municipalité a voulu fermer, hein, avec des tourniquets et avoir un coût d'entrée. Mais le problème, c'est que la cour, elle est privée. Et les commerçants qui sont propriétaires de la cour, eux, font beaucoup d'argent quand il y a beaucoup de gens, donc ils ne veulent pas qu'il y ait de paiement. Et donc, ce que je veux amener par-dessus, c'est que cette authenticité-là, elle est socialement négociée, elle est évolutive, et il y a toute une partie que l'on ne contrôle pas. Donc, qu'est-ce qui est authentique, dans le fond, dans les quartiers? C'est l'idée, dans l'interaction avec le tourisme, hein, c'est de voir comment tout ça peut créer, va mobiliser, va créer ou va modifier ce que moi j'appelle des communs urbains. Hein, donc, qui sont les aménités, je dirais, non marchandes sur lesquelles le touriste s'inscrit, hein, avec l'ambiance, le paysage, la culture immatérielle, pour créer une certaine forme d'attractivité. Et donc, où est-ce que je veux terminer rapidement derrière cet élément? Ben, les communs peuvent être touristiques, mais elles peuvent aussi être locaux. Et c'est cette négociation-là entre des communs touristiques et des communs locaux à travers des temporalités plurielles, hein, parce que, et là-dessus, je réfère aux travaux, entre autres, de Magali Talandier en France, qui se rend compte que les villes qui sont très performantes en termes économiques en France sont des villes intermédiaires qui savent très bien répondre au temps du quotidien de leurs résidents, au temps annuel des vacances des visiteurs et au temps de la vie avec la retraite et le travail. Hein? Et donc, la réflexion autour du tourisme dans les quartiers, c'est comment le tourisme va s'inscrire à travers ces différents temps et peut servir à créer du commun. Hein? Et quand on pense, puis rapidement, mais je n'ai pas étudié le cas, ce que j'entendais dans l'intervention de M. Labrec, c'est qu'on a un équipement touristique et sportif majeur qui a une fréquentation touristique très élevée, mais qui peine d'une certaine manière à devenir un commun dans le quotidien des Montréalais qui vivent à proximité, hein, et qui le fréquenteraient sur une base autre que pour des grands événements. Je vais terminer là-dessus, mais on pourra en discuter. On parle d'événements, mais peut-être qu'il y a une chose à noter dans le cadre des... Ça a été mentionné dans le cadre du quartier olympique.
il y a aussi des équipements collectifs de proximité, là, les arénas, les piscines, il y a des classes qui s'en vont, non? Oh oui, le centre sportif, il y a les athlètes canadiens, mais on a 4000 membres, puis c'est des gens du voisinage, du grand voisinage. Le centre Pierre Charbonneau est sous la responsabilité d'un OBNL, un organisme sans but lucratif, mais responsabilité arrondissement. L'Aréna Maurice Richard, c'est le patinage courte piste, responsabilité Ville-Centre. Mais on a créé depuis quelques années un parc à planches, donc Vans, qui est ouvert aux jeunes du quartier. Et tout l'été, là, c'est ouvert, c'est gratuit. Il y a de la pratique donc populaire et il y a des compétitions Vans internationales. Et on vient de faire là, dans les 3 dernières années un sentier Morgan avec un gymkhana, c'est-à-dire que vous parcourez le sentier, puis vous avez un gym urbain extérieur gratuit, et vers Vio, qui est un réaménagement complet de l'entrée au parc du côté de la station avec des bancs, des arbres qui va. Donc, on a une première stratification d'arbres on va laisser croître pendant 10 ans, mais vraiment pour les gens qui sont au sud de Pierre-de-Coubertin et qui vont au parc Maisonneuve pour, à 30 secondes à pied, ils ont traversé puis ils vont se retrouver dans un espace de parc gazonné avec des bancs, des tables à pique-nique. Donc, cette imperméabilité-là que Taillibert avait, dans le fond, créée par la planification architecturale sur dalles, les grandes dalles qui coupaient, bien, on essaie, puis dans le plan directeur d'aménagement, de réintégrer ça avec le quartier qui a changé. Il faut que vous sachiez que le sud de Pierre-de-Coubertin était très industriel et beaucoup d'entreprises, d'usines ont été fermées et sont transformées maintenant en copropriétés divises ou indivises. OK, oui, mais c'est ça. Donc, il y a cette notion de destination aussi. On va revenir là-dessus. Moi, je me posais la question de vos points de vue. J'en ai quelques-unes en tête, mais est-ce qu'il y a des innovations qu'on peut observer à Montréal? Tu sais, je mentionnais la rue Wellington qui a été remarquée à l'Internet. Je ne sais pas c'est quoi les critères pour ça, là, on pourra en discuter. Mais je sais par exemple qu'en 2007, Montréal a été la première destination urbaine reconnue par le National Geographic dans le cadre d'un programme de géotourisme, qui était une espèce de volonté par le National Geographic d'imaginer des façons de créer non pas un contrepoids, parce que c'est comme si il y avait le plus et le moins, là, mais un complément au tourisme naturel, c'est-à-dire les gens qui vont dans la nature, les parcs nationaux, bien, le géotourisme où il y avait des dimensions culturelles aussi bien que locales. Et c'est Montréal qui a été la première reconnue comme ville. Autrement, c'était des pays, la Norvège, par exemple. C'est une forme d'innovation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit? Rachel, dans les différentes SDC qui en fait travaillent sur des quartiers, hein, même si les sociétés de développement commercial sont quand même concentrées sur un territoire qui est l'artère commerciale, est-ce que la notion de quartier est quelque chose que vous voyez différemment par rapport à vos correspondants dans d'autres grandes villes? Bien, c'est certain qu'on l'approche. On a chacun, moi je dis toujours que les essais, on a le même mandat, le même but, sauf que tout le monde a une approche différente parce qu'on s'adapte aux enjeux de notre territoire, on s'adapte à notre offre commerciale, on s'adapte à tout ce qui est l'environnement puis les autres enjeux pour s'assurer de venir répondre à un besoin puis venir agir au bon endroit. Après ça, c'est certain que si on rencontre des SCC, par exemple, de Trois-Rivières ou de partout ailleurs, on voit qu'on a quand même sensiblement une même réflexion au niveau du tourisme qui est de dire, en créant il n'y a aucune SDC ou une artère commerciale qui souhaite devenir juste un attrait touristique que les gens viennent visiter puis qui soit délaissé à l'année. Donc, c'est vraiment de dire, de miser sur les milieux de vie puis de l'achalandage naturel plutôt que de miser sur du tourisme annuel, parce que même si le souhait est quand même de miser sur l'hivernalité, entre autres, tourisme moral, c'est quelque chose qui développe, ça reste que c'est pas encore fait.
c'est pas encore fait, puis ça reste difficile de développer l'hivernalité. Il y a des mesures, par exemple, nous, on aimerait installer des projets terrasses à l'année longue pour justement venir créer une espèce d'attraction qui est un peu commune, puis miser sur notre point caractéristique unique un peu, mais c'est pas, il y a des réglementations encore qui rendent ça plus complexe. Donc, c'est certain que c'est des choses à travailler encore là, pour toutes les essais, mais pour ces projets-là. OK. L'hivernalité. Dominique Lapointe mentionnait un cas en Italie où le théâtre se mêle à la réalité. Enfin, en 91, il y avait une rencontre qui s'est tenue à Québec, au Château Frontenac, des maires de villes du patrimoine mondial. C'est une initiative notamment de Jean-Paul Lallier qui a mené à la création de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. C'était une rencontre exploratoire. Et le maire de San Gimignano, qui est une ville en Italie célèbre pour ses tours, là, les familles pas de sauf respect, là, Michel Labrec, les tours, c'est quand même pas une invention de Taillibert. Puis en Italie, il y en a quelques-unes inclinées d'ailleurs. Mais les gens viennent visiter ce petit village médiéval. Le maire disait qu'ils avaient à peu près 3 millions de visiteurs par année, puis il n'y a pas un commerçant qui était prêt à contribuer parce qu'il dit, moi, je gagne strictement rien avec ça, c'est pas pour moi, il n'y a pas de bénéfice pour mes commerces. J'aimerais juste cette idée, est-ce qu'il y a un potentiel d'innovation, enfin des initiatives qui ont été prises dans une situation comme Montréal? Si on se compare, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant par rapport à tout ça ou finalement on est dans une ère du temps où l'ère est un tourisme qui conjugue des événements et des territoires d'intérêt? Ben, je pense que, tu sais, moi, pour commencer, moi, je m'intéresse beaucoup plus à des territoires, je dirais, non métropolitains là, dans mes travaux, mais ce que l'on voit en général au Québec, on est dans un positionnement qui est, tu sais, bon, avec les festivals, avec aussi toute cette idée d'un mode de vie, je dirais, à l'Europe, pas à l'européenne, mais tu sais, ce jeu-là autour de la question de la culture, société distincte, qui amène, je dirais peut-être un peu moins le tourisme de cocher les cases, là, sinon dans le tourisme nature, mais même encore là, notre Saint-Laurent, il est fantastique, mais on n'a pas de. Oui, le Rocher Percé, mais on s'entend, c'est pas comme le Grand Canyon. Donc, ça amène nécessairement un touriste qui doit s'imprégner un peu plus là, que, je dirais, le touriste du bucket list. Là. Je dirais, l'accessibilité à Anticosti va peut-être changer là, parce qu'elle, l'île a le potentiel d'être le bucket list là, qui coche, mais même les territoires qui sont très, très fréquentés, cette idée autour de l'alimentation, de la culture, amène, veut pas, des visiteurs qui consomment un peu plus et qui s'imprègnent. La contrepartie de ça, ça donne peut-être envie d'y vivre. Ça augmente aussi toute la question de la spéculation autour des positions touristiques. Hein, et le potentiel. Parce qu'il est là le gros enjeu là, autour de la touristification, qui est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est quand ça fonctionne très bien, vous prenez votre marché local, l'offre reste à peu près la même, puis la demande, elle devient internationale. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'offre et la demande, les prix explosent. Là. Demandez aux gens des îles de la Madeleine, là, où est-ce que le marché immobilier s'est rebranché sur le reste du Québec et avec des augmentations très, très, très élevées, malgré toutes les contraintes là, que ça peut avoir d'avoir une propriété là-bas. On a la même chose là, avec les villes et les grandes villes en Amérique du Nord, depuis les années 90, la logique d'investissement dans le tourisme, c'est en partie cette augmentation de l'assiette fiscale qui se fait d'une certaine manière sans trop avoir à reconstruire ou du moins à faire grossir la ville. Donc, c'est comme une croissance, je dirais, de l'intérieur, mais bon, ça a des effets secondaires là, qui sont assez puissants, surtout là, en lien avec qui vit, où et comment, et l'impact, là. Donc,
Puis, juste l'exemple des résidents, des gens qui ont acheté des condos dans les tours du quartier des spectacles en sachant qu'il y aurait des spectacles qui aujourd'hui demandent que les spectacles terminent plus tôt. Donc, c'est toutes ces dynamiques-là qui viennent en lien avec cette question de habiter la ville comme un touriste, tout en étant un résident permanent ou non. Hein? Et tout ça complexifie beaucoup, ne serait-ce qu'en question autour de l'usage des espaces et qui a le droit de institutionnaliser ces usages dans l'espace. Oui, puis M. Lapointe a raison. On le voit en donnant l'exemple du quartier des spectacles, on le vit hein, au sud de Coubertin, de Bois, c'est industriel. Là, il y a des gens qui résident. Puis quand on fait des gros événements, on a un stade de 60 000 hop là! Fait que là, oh, j'avais pas vu ça venir. Donc, ça oblige de la mitigation, de la rencontre avec les citoyens, de prendre des mesures. Mais il ne faut pas penser que les gens du quartier, les quartiers avoisinants sont fiers du stade. Le mépris qu'on a pour l'Est, ils prennent dur. Des fois, ils disent que c'est un secret bien gardé. Ils fréquentent le parc Maisonneuve, ils fréquentent. Il ne faut pas le voir. C'est vrai qu'il y avait une intention urbanistique claire. Les échevins de la ville de Maisonneuve et de Montréal, c'est clair. On développe un pôle récréo-touristique et même scientifique avec Marie-Victorin, hein, parce que c'est en lien avec l'Université de Montréal. Maintenant, c'est des musées. Donc, on crée une concentration, on crée une destination, mais il ne faut pas penser que, exception fait de comment on amène les gens plus au sud dans le quartier, comment on les amène sur toute la revitalisation de la rue Hochelaga. Ça reste un défi. On a mis des navettes, on a mis des rosalies. Ça restera un défi, mais les gens, moi, on les voit, on les rencontre. On a fait une fête pour eux, pour l'inauguration de Vavio. Les citoyens sont venus manger des pommes, du maïs soufflé. Fait qu'il ne faut pas penser que même si c'est massif, même si ça vaut... quand on pense, là, le parc, c'est 6 milliards à peu près, un peu plus. Si je prends les équipements d'espace pour la ville, le stade Saputo, la ville, on est 10-15 milliards d'investissements. Puis un parc, c'est inestimable. Hein? Moi, quand je vois les gens dire qu'un arbre, c'est un capteur de GES, là, un arbre, c'est pas ça. Donc, c'est extrêmement précieux et je mets beaucoup d'énergie à dire aux Montréalais et aux Québécoises, vous savez, c'est un investissement qui a été fait. Hein, en temps, en argent, en énergie humaine, mais il y avait une volonté vraiment de créer ce grand quartier-là qu'on appelle olympique parce que le stade est prégnant, mais Cité Jardin, c'est une intention du 300e anniversaire. En 92, la transformation du Vélodrome en biodôme, c'est une intention dans le cadre du 350e anniversaire. Donc, et dans les années à venir, on sait qu'un groupe hôtelier veut remodeler le cinéma Star City, faire des salles multimédia, mais également, il y aura un hôtel d'ici quelques années. Il y a d'autres projets que nous connaissons, toujours dans la partie active, dans la partie minérale, alors que la partie végétale, le plan directeur du parc Maisonneuve et du jardin, refaire les grandes serres, c'est toujours dans amélioration du paysage, de la détente, du calme, de la verdure, des plantations. C'est un duo magnifique, les deux ensemble. De mon point de vue, là, je vends le quartier, mais je trouve ça magnifique comme intention urbanistique et comme réalisation. Il reste des défauts, il y a des correctifs et il y a de l'innovation en effet à faire, mais c'est une histoire extraordinaire. Mais d'ailleurs, tu mentionnes, enfin, vous mentionnez, soyons à Radio-Canadien, la cité du tricentenaire, le biodôme du 350e. Qu'est-ce qu'on envisage pour le 400e? C'est quoi la vision du 400e pour le secteur? Enfin, il aura été retapé, là. Je vais commencer par le 50e des Jeux et des installations en 26. Là, okay. Donc, il y aura une programmation. Je sais qu'il y a un plan particulier d'urbanisme, l'Assomption qu'on appelle. Hein? Donc, toutes des analyses par les deux arrondissements, Rosemont-Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sur tout ce qui s'appelle la dimension là, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, quartier à l'est de Viau, la décontamination des sols. M. Fitzgibbon a déclaré au sommet de l'Est que les argents sont là, puis il va créer une structure pour accélérer ça. Le potentiel
domiciliaires, en habitation à loyer abordable, en habitation à loyer modique, en copropriété, en parc linéaire est vraiment exceptionnel pour relier le fleuve au parc olympique, parc Maisonneuve, à Rosemont-Petite-Patrie. Donc, je le vois en planification urbaine. Là, j'espère que ça s'incrustera dans le prochain plan d'urbanisme. Donc, on parle plus d'un secteur connecté là, plutôt qu'un équipement de plus. Là. C'est un peu ça. OK. La question des anniversaires, d'ailleurs, ça revient régulièrement comme des motifs. Qui a dit tantôt, je pense que c'est Dominique, qu'on utilise la plus-value comme justificatif pour l'investissement dans des stratégies de développement touristique. Donc, finalement, on alimente la bête, on ne prévoit pas une façon trop de... Mais des fois, on va utiliser ce même genre d'argument pour souligner des anniversaires, on les place, puis on développe un... Est-ce que c'est quelque chose encore là qui a... On sait à Québec, quand il y a eu le 400e, qu'est-ce que ça a donné, mais on se rappelle moins de 1908, qui a été un anniversaire qui a été grandement souligné, qui a même créé une partie du patrimoine qu'on admire comme étant authentiquement québécois. Enfin, une observation sur ces anniversaires, Dominique, est-ce que c'est quelque chose y a-t-il une phénoménologie de l'anniversaire célébré? Écoutez, moi, je n'ai pas étudié cette posture-là. J'imagine que dans les études sur les événements, là, il y a une partie de ça. Par contre, ce que je peux amener, c'est que c'est le sociologue John Ury là, qui a beaucoup écrit sur le tourisme, qui parlait il parlait du surplus of meaning. Hein? Dans le fond, c'est que tout à coup, sur les espaces, la société mobile est très expressive, va rajouter des couches de savoir qui sont à même de générer des surplus. Hein? Et là-dedans, les événements sont très, très puissants dans leur capacité expressive de rajouter ces couches de savoir-là, de sens-là autour des lieux. Ce qui amène plus tard le géographe américain là, David Harvey qui a fait école de dire la ville est passée du lieu où on produisait la valeur à être la valeur en soi. Hein? Donc, avant, on mettait des usines dans les villes, on amenait des travailleurs, puis on produisait des biens qui créaient cette production-là créait de la valeur. Ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, la ville est la valeur en soi. Hein? C'est être dans la ville avec toutes les couches de savoir, avec toutes les aménités qui sont disponibles, avec la vie urbaine, c'est ce qui crée de la valeur et c'est à travers le foncier que la société s'enrichit dans la ville. Et bon, lui, il va décrire toutes les dynamiques et les stratégies autour de ça. Ce que ça amène, ben, c'est le grand événement là-dedans. Ce qu'il rajoute, justement, c'est ces couches de sens, ces couches de valeurs symboliques au-dessus de l'espace, hein, qui créent encore plus de valeur, qui le rendent encore plus désirable et donc qui fait monter sa valeur dans le marché, mais aussi des justifications à l'investissement. Merci. On va peut-être regarder, il y a 3 questions qui nous ont été posées. Là. Il y en a 2 qui touchent notamment à la relation, la place des citoyens dans cette discussion. D'une part, le mouvement des citoyens, comment est-ce qu'on peut, les citoyens hôtes, là, finalement, d'une certaine façon, c'est mettre en contact des touristes avec des êtres locaux. Et deuxièmement, la question des espaces de discussion, hein, c'est notamment par rapport au quartier latin. Comment est-ce qu'on réagit? Vous, Michel, on s'entend, c'est un équipement majeur, c'est la baie James de l'équipement du genre là, au Québec, là, puis à l'échelle du Canada, je suis sûr que c'est un de ces grands vaisseaux, là. Mais la relation avec les citoyens, c'est le plus gros, c'est ça? C'est le plus gros stade, on peut monter à 65 000 personnes, oui. Et puis, bon, puis des stades, là, il y en a depuis 2000 ans. Hein. Lewis Mumford a bien abordé cette question-là. Là. C'est pas... Oui. Rome a construit à peu près 70 après Jésus-Christ, a opéré 300 ans. Des millions d'éléphants, puis de bêtes, puis d'hommes ont été tués là-dedans, puis mis dans le cloaque. Donc, ça fait partie de la vie de la cité. Il exprime très, très bien
que les citoyens, l'essence de la vie en ville, il y a des stades. Les gens, il y en a, puis les Romains en ont essaimé, les Grecs, Elgem, Arles. Donc, il y a des stades, le stade du Real Madrid est en plein cœur d'un quartier, là. La façade du stade donne chez les habitants. Les habitants, ils vivent avec ça. Il y a du bruit. Quand il y a des matchs, là, il y a du monde dans leur rue. Et puis quand ça sort, il y a des gens qui urinent dans leur Oui, ruelle, puis sur leur... oui. Les gens... Même chose au stade Molson en passant. Exact, c'est vrai. Et donc, les gens ici, c'est vrai que le fait que la toiture ne fonctionnait pas et qu'il n'y a plus d'équipe professionnelle, ils ont perdu le rythme d'avoir beaucoup de monde. Mais ils sont dans un quartier, il y a un grand stade, il est extrêmement bien doté en mobilité collective, active, individuelle, mais ça a des impacts. Et ça frotte un peu, puis il n'y a pas de mitigation. On peut faire de la mitigation, on peut avoir des brigades vertes qui ramassent les vidanges, on peut faire des réunions, fermer le bruit à la bonne heure, tout ça, mais c'est la réalité, il y a du monde. OK, mais moi, la question que je posais, c'est est-ce que vous avez je ne sais pas, un comité de bon voisinage? Tu parlais des initiatives pour essayer d'avoir au moins un bénéfice pour les commerces du quartier, parce que dans le fond, la rue Pierre de Coubertin est une rue un peu étanche. C'est tellement... Elle vient d'être faite un gabarit beaucoup plus près des gens. Je vous le dis, là, beaucoup plus près des gens. Oui, j'ai été, oui. Et donc, ça, c'est avec l'administration d'Hochelaga qu'on a accepté ça pour la gestion des autos quand ça sort. Mais on voyait que le reste du temps, là, c'était beaucoup trop large comme gabarit. Donc, oui, on a des rencontres citoyennes avant les événements. Les députés, l'arrondissement, on a des rencontres très fréquentes parce qu'eux subissent ça. Fait que, il y a tout ce que j'appellerais des réunions relativement statutaires. On aborde les enjeux ensemble. On regarde les mesures d'atténuation. On rencontre les citoyens. Les citoyens, maintenant, avec les médias sociaux, on communique avec eux. On distribue porte à porte maintenant aussi des invitations. Tout le milieu socio-communautaire reçoit des billets. Donc, ils nous font part de les polyvalentes du quartier. S'ils font le bal de finissant dans la tour, c'est gratuit pour eux. Fait qu'on fait donc toutes sortes de types d'associations. Les enfants des quartiers, des écoles, on vient de faire un programme pour les drapeaux avec un vexillologue. Donc, tous les drapeaux sur l'esplanade de 76, donc toute l'explication de c'était quoi l'URSS. C'était quoi les deux Allemagnes? Donc, les gens du quartier, quand ils visitent, bien, on a un code QR, on a une bande dessinée, on va distribuer ça dans les écoles en septembre prochain. Fait que c'est un lien entre la communauté, le voisinage et la fierté d'habiter dans un quartier olympique qui nous ramène aux Grecs, qui nous ramène à l'histoire de la naissance, dont on dit, de ce qu'on appelle l'Occident au sens général. Enfin, cette âme grecque-là mais oui, on fait beaucoup, on peut en faire plus. On peut en faire plus, c'est clair. Mais quand même, ça s'est développé. Rachel, est-ce qu'il y a il y a quand même beaucoup de tables de concertation, il me semble, sur le territoire auquel appartient la SDC? Oui, énormément. Puis c'est souvent avec les acteurs du quartier, les principaux acteurs. Nous, on a la chance d'avoir plein d'institutions sur notre territoire, donc on se rencontre, on essaie de planifier nos projets, souvent de les arrimer pour être sûr d'arriver justement avec un plus gros impact que si on les faisait chacun de notre part. Oui. Après ça, on le vit en ce moment avec la politique de vie nocturne. Tout ce qui est consultation du public est hyper importante. On a la chance de nos jours d'avoir accès à des technologies qui font en sorte que c'est de plus en plus facile de recevoir les commentaires des gens puis de pouvoir les compiler, les travailler sur les commentaires qu'on reçoit. À chaque piétonisation, par exemple, on envoie des sondages grand public pour récolter leurs commentaires puis savoir quels sont les enjeux que les résidents vivent. Nous, on représente un peu plus les commerçants, mais c'est important de savoir comment les résidents se sentent par rapport à nos projets parce que quand on arrive avec un projet, par exemple, de politique de vie nocturne, et s'il y a un mouvement citoyen de résidents contre le projet, c'est pas pertinent. Le but, c'est qu'on puisse arriver à un projet dont tout le monde est fier. Puis en effet, c'est très difficile d'arriver à ça parce que même si le quartier latin fait partie du quartier des spectacles, et en effet, on s'attend à une effervescence culturelle peut-être un peu plus importante
que sur la banlieue, par exemple, il y a quand même cette réticence-là du confort personnel, un peu au son, au bruit, puis aux impacts de vivre dans le centre-ville. Donc ça, c'est certain que c'est difficile d'avoir, en fait, encore une fois, c'est de l'équilibre. Il ne faut pas aller un peu trop... faut pas aller trop d'un bord des commerçants, de leur permettre de faire autant de bruit, mais en même temps, il ne faut pas non plus juger ou pénaliser chaque commerçant à chaque fois qu'il y a une plainte de bruit pour des accidents peut-être un peu plus mineurs. Oui. Donc, c'est C'est- difficile à conjuguer tout ça, mais je suis certain que suite aux consultations, là, on arrivera à des solutions. Non, un rêve de ma part, c'est qu'on ait un jour un échange urbain sur la question du bruit, parce que on voit que c'est à travers, il y a eu en Europe, à New York, on voit toutes sortes des règlements, puis on se rend compte, tu sais, c'est un programme commun aux métropoles, là, c'est sûr. Puis il y a aussi la notion de zone de silence qui existe, qui est des lieux de silence. Qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine religieux? Des fois, sa grande valeur, c'est une oasis paisible dans un tourbillon de ville. Alors, c'est des questions. Alors, donc, il y a la question du bruit et l'autre question, c'est celle du béton. Alors, Michel, on va peut-être te ramener là au service. T'es pas pour le béton, enfin, Oui, oui, peu écoute, importe. si les gens n'aiment pas ça, qu'ils ne viennent pas, hein, c'est un orgasme de béton. C'est du béton précontraint, pas stationné. L'œuvre de Monsieur Taillibert, c'est le grand architecte du béton avec le Oui, Parc oui, des oui. Princes. Constructibilité exceptionnelle en moins de 2 ans. Il n'y avait rien. Oui, oui. Donc, c'est Mais tu comprends que ça prend quand même un tourisme très spécialisé pour aller. mais La plupart de vos visiteurs étrangers, ils montent dans la tour pour voir Montréal de loin, oh puis non, l'expérience. l'expérience, elle est combinée maintenant. Ils vont attraper un vendredi, le premier vendredi de chaque mois avec les camions de bouffe de rue. Ils vont aller voir le biodôme. Ils vont appeler au panier Oui, en haut. Donc, faut voir l'offre comme, il y a une expression anglaise qui dit stickiness, c'est-à-dire le temps qu'ils vont passer sur le site. Il faut qu'il soit agréable, il faut qu'ils puissent se restaurer, se reposer, que les enfants puissent jouer, qu'il y ait de la culture, de la scientifique. Et donc, c'est des éléments. Mais le béton, c'est une œuvre de béton. J'ai fait dépeinturer tout le béton qui avait été peinturé parce qu'on avait bon. commencé à le peinturer. C'est Mme Van Netten qui a fait l'étude patrimoniale sur la valeur du Parc olympique comme architecture contemporaine, moderne. Donc, on a tout fait dépeinturer. On refait beaucoup de remises en état. On a remis les 132 OK. fait que donc, il faut aimer, c'est vrai que c'est béton. Oui, oui, ça tombe bien. Mais surtout, et dans vos deux cas, parce qu'une des questions fait référence à un mouvement qui est effectivement des citoyens de ville qui s'inscrivent c'est comme une espèce d'Uber du guide touristique, là, des citoyens se déclarent, ils ont une formation de base et ils se déclarent comme des hôtes volontaires. Ça nous rappelle toutes sortes d'expériences un peu à la marge de ce qu'on appellerait une industrie. Est-ce que cette question des... Tu as fait ça, toi, Michel, toi-même? On a ça on a ça au parc. Les gens, Vous avez les amis il y a des comme citoyens, il y a des citoyens du quartier qui sont sur les médias sociaux et qui font guide, guide amical. Je sais, je les vois. Ils connaissent le quartier, puis ils sont mis sur les médias sociaux. Puis il y a une famille de Français qui vient voir leur fils qui étudie ou qui travaille, sont simples, puis ben moi, je suis du quartier, j'habite au coin d'Hochelaga, puis ça, puis j'ai vu ça, puis c'est moi qui fais leur guide. Je te dis, on les voit se promener. Et dans le quartier latin, est-ce que c'est observable ou c'est plus difficile à décerner? C'est plus difficile à décerner. Un de nos enjeux, entre autres, c'est l'identification du territoire, là. Les Ah oui, limites du quartier latin ne sont pas claires, même le quartier latin. Moi, je dis toujours, j'aimerais ça faire un sondage. Les étudiants de l'UQAM savent s'ils sont dans le quartier latin. C'est de moins en moins connu, mais c'est de redorer un peu l'image du quartier latin, puis que ça devienne un territoire un peu plus signature, là, comme d'autres quartiers qu'on a plus de facilité à repérer. Ouais, vas-y, excusez, oui. je peux confirmer que c'est pas clair. On a fait, on a 3 séquences de données avec des étudiants qui pratiquent le quartier. Et dans le fond, on les a fait partir pendant 3 heures avec un guide auto-guidé. Et l'exercice que les étudiants devaient faire, c'est aller dans
chacun des 4 points identifiés comme faisant partie du quartier des spectacles par Tourisme Montréal. Hein? Donc, la Plaza des Festivals, le quartier latin, le parc Émilie-Gamelin et le village. Et leur faire essayer d'identifier pourquoi ils pensent qu'ils sont à cet endroit-là, puis quand est-ce qu'ils sont rentrés dans le secteur, puis comment ils voient les limites, puis est-ce que ça correspond à la description que Tourisme Montréal en fait. Et on n'a pas fini de traiter ces données-là, mais en gros, le quartier latin, c'est celui que c'est le plus difficile de vraiment savoir où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, on s'attend à voir qui dans cet espace-là. Puis c'est ça, c'est assez fascinant de voir comment ces étudiants-là pratiquent l'espace au quotidien à travers des lectures qui sont vraiment, je dirais, différentes de quelqu'un qui le visite ou de quelqu'un qui y travaille. Ce qui amène la question pour toujours faire attention quand on arrive avec des catégories très réductionnistes. Hein, des fois, on va entendre les résidents, les touristes. Les touristes, là, sont plein de monde qui font des choses différemment. Tu sais, l'autobus, là, un en arrière de l'autre, de gens qui voyagent, qui partent du même endroit, qui ont le même profil socio-économique et qui vont voir les mêmes choses avec la même explication et la même motivation. Ça, là, c'était la moitié du 20e siècle. On n'est plus là du tout. Vous avez une file à la Sagrada Familia à Barcelone. Chacun a sa petite narration personnelle de pourquoi ça vaut la peine qu'il fasse la file pour aller retourner la voir la 5e fois. Et ça fait partie de l'expérience, la file aujourd'hui. Et versus les résidents qui ne sont pas un bloc homogène. Ça, on a plus de facilité, mais le touriste, on le voit comme un autre qui est assez homogène. Non, c'est... Pas du tout, hein. Et ce test-là, avec nos étudiants, c'était assez intéressant de voir, puis c'était dans le cadre d'un cours qui s'appelle Tourisme et aménagement, et après ça, leur conscience de l'aménagement était assez multipliée, disons. Dis-nous, puis M. Lapointe, permettez-moi une question. Qu'est-ce que vous pensez comme quand le quartier international a une signature de mobilier? Lampadaire, pente, tout ça qui fait ou même il y a une symbolique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ces quartiers qui, par leur éclairage, le mobilier urbain, les bancs, font en sorte qu'il y a comme une unité quand on se déplace, que dans le quartier latin, c'est plus difficile à saisir entre Saint-Denis, entre Sainte-Catherine. Est-ce que c'est bon, de faire ça? Ben, écoutez, je reviens à John Ury qui a beaucoup écrit dans les années 90 sur le tourisme. Et lui, il dit le touriste, le visiteur, il est un sémioticien. En gros, il regarde la ville quand il déambule, puis il cherche des codes pour essayer de comprendre ce qu'il voit, où est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il peut faire. Hein? Puis là, lui, l'exemple qu'il donne, c'est les vrais faux pubs irlandais qu'il y a dans toutes les villes d'Occident, hein? Tu sais, même si l'architecture n'est pas du tout en lien avec l'Irlande, il va y avoir 2-3 codes qui vont permettre de comprendre que dans cette logique-là, ben, le visiteur sémioticien, effectivement, quand on a une signature qui dit, ben, là, même si ce n'est pas consciemment la personne est au courant qu'il y a une signature qui arrive, qui dit, voilà, je suis à l'endroit, parce que même s'il n'y a pas le code c'est sûr que lui, dans sa lecture, il va se rendre compte que tout à coup, il est dans un endroit qui n'est pas un autre. Hein? Et donc, ça transforme la pratique de l'espace. Après ça, c'est de voir comment on le met en valeur, comment on l'intègre à des pratiques du quotidien, de la vacance et du flânage. C'est vrai que notre définition des quartiers à Montréal a beaucoup été à l'origine tracée par les paroisses. Hein? C'est l'unité géographique qui a été équipée par les promoteurs qui ont transformé les fermes en îlots urbains, etc. Là, mais aujourd'hui, on regarde le quartier latin, là, Rachel, faut pas, Dominique, il ne faut pas se sentir mal à l'aise avec des gens qui ont de la misère à situer les limites du quartier latin. La Ville de Montréal avait fait une espèce de plan particulier pour le quartier des spectacles et le quartier latin s'étendait jusqu'à l'angle de Bleury et Sherbrooke, alors que pour la plupart des gens, c'est un peu invraisemblable, enfin. Mais peut-être qu'on devrait avoir une géographie plus quantique précise. On se dit, il y a plus de chances ici qu'on soit dans le quartier latin ou dans le quartier chinois ou dans la petite Italie que à 500 mètres de là.
Mais par contre, en termes de gestion de budget, de signalisation puis d'équipement, sur la question de Michel, sur le design, le rôle du design dans l'identification, est-ce que c'est un... Ça, je fais un lien, il y a une des questions qui nous vient sur l'idée de création de décors qui répondent aux attentes des gens. En fait, si les gens s'intéressent à la question d'authenticité, il y a 30 ans cette année, il y a eu la conférence de Nara sur l'authenticité, qui était une conférence convoquée par l'UNESCO, notamment, le Centre du patrimoine mondial, parce que l'authenticité est une valeur centrale dans la valeur universelle des biens et leur perpétuation. Et comme Anticosti, mais Anticosti, c'est un site naturel, donc c'est plus l'intégrité. Mais maintenant, ils ont mélangé intégrité et authenticité, comme dans la loi au Québec, on a fait ça il y a 3 ans. Oui. Et dans cette idée d'authenticité, à l'époque, on l'a fait évoluer d'un modèle eurocentrique qui était beaucoup basé sur l'artefact monumental, les cathédrales, les maisons historiques, les vestiges des grandes civilisations, vers presque la notion de paysage vivant. Hein. C'est un autre niveau de patrimoine. D'ailleurs, je pense que c'est dans sa consultation, le comité conseil présidé par Lise Bissonnette imaginait une reconnaissance du quartier olympique, du parc olympique, comme un paysage, plus que comme une construction, alors que la dalle et tout ça. Mais ce serait peut-être intéressant d'accepter qu'une partie de ce dont on travaille est en fonction de gens qui viennent d'ailleurs et qui ont déjà des idées sur ce qu'ils veulent voir en partant. Là, ma question, Mme Van Velzen, moi j'ai une question, Mme Van Velzen. Est-ce qu'il y a je le vois, moi je vais dans le quartier latin, bon, je le fréquente, tout ça. Je suis plateau Pitec depuis plus de 40 ans, mais est-ce qu'il y a des idées de cette nature-là, de signature ou d'identification? Moi, dans le plateau, c'est l'escalier en colimaçon, hein, en quelque sorte, qui signe le quartier. Je le vois bien. Je vois beaucoup plus de touristes dans le Laurier-Est, là où je suis depuis quelques dizaines d'années. Mais moi, ça m'aide. Dans le quartier, le travail de Michel Dallaire sur le mobilier, c'est aseptique, c'est linéaire, c'est la grande force de Michel. Mais dans le cas du quartier latin, est-ce que cette idée-là Mon père a étudié à Polytechnique, qui était sur Saint-Denis dans les années 40, c'est à l'UDM, la Polytechnique après qui est montée. Il y a une histoire à raconter. Est-ce qu'il y a un projet de cette nature-là? Oui, en fait, c'est là-dessus qu'on travaille, puis on a commencé par étapes un peu avec la piétonisation, qu'on arrive avec du mobilier urbain pour faire, en fait, de la rue Saint-Denis le lien unificateur du quartier latin. Puis ça passe à travers plusieurs façons de le faire, là, autant avec le verdissement qu'on peut créer le lien, autant avec les lampadaires, le mobilier. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le Vieux-Montréal qui le font avec leur nom de rue, dont les pancartes sont différentes. Il y a tellement de façons de créer cette espèce de parcours déambulatoire et de pouvoir vraiment mieux. C'est certain qu'il y a plusieurs définitions de limites là, au niveau du quartier latin, fait que c'est certain qu'on arriverait. Ça serait très difficile de trouver une définition commune vraiment sur laquelle tout le monde s'entendrait, mais de faire de la rue Saint-Denis le lien unificateur en mettant cette signature-là. Puis ça a été présenté dans la stratégie de Montréal Centre-Ville pour 2030, de faire justement ces liens unificateurs par quartier pour venir vraiment marquer les artères commerciales puis leur donner chacun une identité. Un peu comme on verra à New York, là, il y a plusieurs quartiers qu'on arrive à déterminer et à reconnaître. Mais c'est de faire la même chose dans le centre-ville. L'importance de l'UQAM, l'université urbaine. Mme Ben Nathan également vient de publier une étude extraordinaire. Et l'importance de l'UQAM. L'UQAM, il y a des flèches d'église qui ont été conservées. Dis-nous, appelez ça du façadisme. Je ne sais pas si c'est du façadisme. Non, c'est du clochérisme. Le CHUM a fait la même affaire. Mais pour dire que l'UQAM, c'est extrêmement important. Oui. C'est un mouvement politique. Hein, c'est idéologique d'établir une université là. Son architecture, l'empreinte au sol, c'est fondamental, l'UQAM, dans le quartier latin. Fondamental. Il y a eu un excellent article qui est sorti dans Le Devoir dans les dernières semaines sur si l'UQAM peut sauver à elle seule le quartier latin, qui est extrêmement pertinent sur sa façon dont il a été construit. Écoutez, il y a peut-être un rôle pour des acteurs, mais on reste quand même dans notre sujet parce qu'on pourrait facilement dériver. Vous savez, c'est ça, les échanges urbains, là.
il y a beaucoup de carrefours et d'intersections. Mais à l'UQAM, il y a notamment une chaire en études touristiques qui est couplée, d'ailleurs Dominique Lapointe fait partie de cette équipe-là, qui est couplée aux études urbaines. C'est quand même assez remarquable. Généralement, les études urbaines sont couplées avec l'architecture ou avec le génie civil et des choses comme ça. Donc, il y a une capacité et j'ai cru comprendre que le recteur avait déclaré l'intention de former un vice-rectorat à l'aménagement urbain, ce qui est quand même un geste aussi d'imaginer quels sont quels sont les acteurs majeurs qui sont dans la ville sans vraiment y être et comment y être davantage. Alors, on a l'expérience du Parc olympique, on a les universités en ville, McGill, Concordia sont également, l'Université de Montréal, des universités urbaines, certainement pas autant que l'UQAM peut l'être, branché sur le réseau de transport public avec tous ces Berry, j'allais dire Berry de Montigny. Mais peut-être c'est un sujet intéressant. On approche de la fin, chers amis, et je crains qu'on ne pourra pas épuiser le sujet, mais ce n'était certainement pas notre objectif. La question de l'équilibre a été évoquée. La question des regards, hein, Dominique, tu nous amènes à penser non seulement à renforcer notre bibliographie, là, parce que tu as cité des paquets de gens. Moi, j'ajouterais David Lowenthal, The Past is a Foreign Country. Et combien de gens vont visiter ce pays-là souvent? Et je ne parle pas juste de certains politiciens rétrogrades, mais comment est-ce que notre relation de sens, et Michel, c'est l'œuvre du... Tu sais, comment 130 ans, finalement, il y a un destin à un territoire, des fois, qui dépasse le local, mais qui est toujours local à sa façon. Alors, tu sais, peut-être quelques dernières observations. On remercie tout le monde d'avoir assisté, mais Michel, un mot de la fin? Oui, ben, c'était le quartier olympique, c'est une intention politique très, très claire, urbanistique très claire. Et puis, c'était une affirmation de l'Est, des gens qui y vivent, la zone industrielle, du port. Et donc, le parc Maisonneuve, c'est le pendant du Mont-Royal, hein, pas par jalousie, mais par affirmation. Puis, se doter d'un pôle actif sportif, d'un grand stade dans une ville, et donc, il faut toujours retenir ça. C'est 130 planifications urbaines, puis ce n'est pas terminé. Merci. Dominique? Ben, en gros, moi, s'il y a une chose que je veux souligner à grands traits, c'est la complexité que le tourisme a pris aujourd'hui dans sa manière d'être partout, tout le temps. Hein, et comment nos catégories usuelles qu'on utilise depuis le 20e siècle pour le penser deviennent de moins en moins, je dirais, appliquées. Donc, un Américain qui achète un condo dans le quartier des spectacles pour venir quelques fois par année, qui le loue le reste du temps, politiquement, c'est un résident. Il y a une adresse, mais c'est aussi un touriste. Les gens qui visitent, là, c'est des touristes, mais peut-être qu'ils viennent pour plus longtemps dans ce condo-là, puis ils ont des pratiques du quotidien. Tout ça devient de plus en plus flou. On a vraiment besoin de prendre le temps de le comprendre, cette complexité-là, de la nommer, de la laisser s'exprimer, parce que sinon, on se trouve à faire des raccourcis qui amènent des mauvaises décisions. Merci. Donc, comprendre. Rachel, un mot de la fin? Oui, bien, je partage le propos de Dominique là, sur le principe à quel point c'est complexe, tous ces enjeux-là, puis de bien les mixer ensemble, la mixité de la population. C'est difficile de rallier autant de fonctionnalités à un quartier, d'écouter tout le monde, de pouvoir faire plaisir à tout le monde aussi dans la planification, puis de s'assurer que tout le monde soit dans la même vision du quartier. Il faut travailler aussi avec les acteurs, les grandes institutions. Donc, il y a beaucoup de personnes autour de la table à qui il faut réfléchir dans la planification d'un quartier pour s'assurer qu'on ait une vision plus long terme du quartier, puis s'assurer que, justement, il n'y ait pas des erreurs là, qui soient commises dans la planification. Oui, en sachant que les quartiers ne sont pas des lieux fermés sur eux-mêmes, mais ouverts sur la ville, les voisins et les visiteurs d'une certaine façon. Alors, merci bien pour d'avoir pris le temps de participer à cet échange urbain.
Je remercie également les personnes qui ont pris le temps d'écrire dans le Q&A, le questions et réponses, quelques observations et notes. On a essayé d'en partager, d'en ramener quelques-unes dans la discussion. Ce n'est certainement pas terminé. On vous invite également à suivre les annonces qui devraient venir bientôt sur le futur plan d'urbanisme et de mobilité. Parce que nous, on pense que la population doit participer à ça. C'est pas juste d'avoir des séances, mais que les gens y aillent, c'est très important. C'est un impact social d'une envergure qu'on ne reconnaît pas assez. Et également, je me permets de vous inviter à notre dernier échange urbain avant l'été qui se tiendra au mois d'avril, le 24, je crois. Suivez les fils de presse pour ça et qui portera sur les grands parcs. Cette année, c'est le 150e des 2 premiers grands parcs montréalais. Le parc Logan et l'île Sainte-Hélène. Le parc Logan, c'est le parc La Fontaine d'aujourd'hui. L'île Sainte-Hélène, c'est le parc Jean-Drapeau d'aujourd'hui. Et on aura un échange sur ce genre d'équipement de ville, de métropole, qui est à la fois local et surnaturel d'une certaine façon, surtout à l'époque d'aujourd'hui où on a une définition de nature qui a un petit peu évolué. Alors, on vous remercie, on vous salue et puis on vous souhaite un bon après-midi, un bon mois de février. Merci et à bientôt.